À toutes et à tous. Voilà, effectivement, je ne voyais pas tout le monde arriver, donc vous étiez en attente. Voilà, eh bien, bienvenue dans cette quatrième séance de notre séminaire en ligne Apparence et sociabilité dans un long XVIIIe siècle. Et cette fois-ci, donc, nous avons la chance d'avoir deux intervenants. Donc, Pierre-Yves Beaurepaire qui va débuter la présentation, la séance, et Isabelle Carlotti-Davier qui suivra ensuite. Alors, d'abord, je présenterai Pierre-Yves Beaurepaire et ensuite, eh bien, on passera à une deuxième présentation donc pour Isabelle F. Alors, euh, le challenge, c'est de résumer en quelques secondes, quelques minutes le parcours de Pierre-Yves Beaurepaire-Hernandez et justement, eh bien, de présenter ses travaux, même si je suis sûre que la grande majorité du public les connaît. Alors, Pierre-Yves Beaurepaire est professeur d'histoire moderne à l'Université Côte d'Azur et membre de l'Institut universitaire de France. Et donc, ces recherches portent principalement sur le XVIIIe siècle, le monde des Lumières et les circulations en Europe, et tout particulièrement les sociabilités, les réseaux de correspondance. Donc, parmi ces nombreux ouvrages, on peut citer parmi les plus récents Les Lumières et le Monde, voyager, explorer, collectionner chez Belin 2019, le précieux Atlas de l'Europe moderne, c'est moi qui rajoute précieux, mais l'Atlas de l'Europe moderne, mais qui est un outil extrêmement intéressant, de la Renaissance aux Lumières chez Autrement en 2019, et avec Sylvia Marzagali et Frédéric Thomasson, eh bien, un ouvrage récent qui est L'œil de Stockholm, la correspondance de François-Philippe Foch, consul de Suède à Marseille, 1780-1807, classique Garnier 2021. Et donc aujourd'hui, eh bien, Pierre va nous parler justement de la sociabilité maçonnique, mais en la croisant justement avec cette dimension corporelle, avec cette question aussi des apparences, avec une présentation intitulée L'épreuve du corps, corps et apparence dans la sociabilité maçonnique du XVIIIe siècle. Donc, nous te remercions vivement de ta présence aujourd'hui. Et j'ai perdu mon écran, mais voilà, je suis ravie quand même malgré tout. Voilà, merci beaucoup d'être là. Et puis, nous t'écoutons avec plaisir pour ce sujet. Voilà. Merci beaucoup Aurélie, et je voudrais aussi remercier Ariane pour son invitation, pour votre invitation à toutes les deux. Bonsoir à toutes et à tous, à ceux et à celles que je connais et à celles et ceux que je ne connais pas, mais merci à tous, et j'ai hâte d'échanger avec vous par la suite. Donc, comme après, j'ai oublié, donc je vais partager mon écran. Voilà. Euh, et, euh, et comme je l'ai écrit dans le petit texte de présentation, cette intervention dont Aurélie vient vient de donner le titre, eh bien, à la différence du discours, le corps du franc-maçon est vraiment largement ignoré, hein, c'est pas qu'une formule de style, largement ignoré des historiens de la franc-maçonnerie et de la sociabilité au XVIIIe siècle. Donc, j'ai trouvé que c'était effectivement quelque chose d'intéressant de faire le lien entre le corps, l'apparence du franc-maçon, le corps, la sociabilité maçonnique à la fois dans le temple et hors du temple, à travers à la fois le corps et le corps habillé, le vêtement. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai pensé mon intervention, parce que vous allez voir que le rapport au corps du franc-maçon, ces nombreuses représentations, j'ai essayé pas du tout d'être objectif dans la répartition des thèmes, mais surtout de montrer, bien sûr, j'ai commencé par là.
fin. On a fait un test tout à l'heure, j'ai oublié de le remettre au début. Voilà. Donc, j'ai essayé de voir, de faire des choix, de représenter un certain nombre de thèmes dans le temps qui m'est imparti pour montrer que ça permet d'aborder sous un angle original la sociabilité maçonnique, la manière dont les frères et les sœurs vivent leur engagement depuis leur réception dans l'ordre et de mobiliser des sources finalement qui sont un peu moins utilisées que celles qu'elles on a d'ordinaire à faire. C'est pour ça que dans cette première diapositive, celle d'ouverture, j'ai mis face à face, à côté, deux représentations, l'une qui est du début de l'ordre en France, des années 1730, et la deuxième, 50 ans plus tard, à la veille de la Révolution. Et la première me semble intéressante, là, parce que je l'ai repris juste après, voilà. Parce que c'est une carte à jouer qui représente un maçon au grade de compagnon, hein, c'est le deuxième grade dans l'ordre maçonnique. On le voit parce que le tablier qu'il porte, qu'on voit peut-être mieux sur la première vignette ici, et la bavette ce qu'on appelle la bavette du tablier est repliée, et ça c'est caractéristique du compagnon parce que quand il est apprenti, elle est au contraire relevée. Donc il est au deuxième grade, hein, il a été initié de fraîche date, il porte son tablier avec la bavette baissée. Je ne les commenterai pas tout en détail, hein, mais c'est pour entrer dans le sujet. Il tient dans ses mains à la fois l'équerre et le compas. Ses pieds sont à angle droit, donc on dit qu'il est à l'ordre, hein, c'est l'expression du lexique maçonnique, son corps est à l'ordre, et inversement, autant le corps et l'apparence vestimentaire, c'est ça qui ressort de cette carte à jouer, de ce support iconographique, la référence à l'espace, à l'environnement sacré, pour le franc-maçon sont vraiment ici réduites à l'essentiel. On a juste le pavé mosaïque sur le sol, c'est-à-dire cette alternance de carreaux blancs et noirs qui caractérise le temple. Et puis, on a la Bible, hein, sur laquelle l'initié prête serment. Ici, elle est fermée. Quand les travaux débutent, elle est ouverte. Donc, vous voyez, cette première illustration, elle nous permet tout de suite d'entrer dans le vif du sujet, hein, dans le corps, la spécificité de la posture, du vêtement, dans un cadre maçonnique. Et c'est d'autant plus intéressant que cette carte nous est connue en raison d'une descente de police qui a eu lieu en 1737 dans une loge de Paris qui s'appelle Coustos-Villeroy. Et en fait, elle se trouve donc au milieu de papiers et notamment de registres, du registre de la loge, hein, qui fait 16 folios, hein, qui est très très court, puisque les francs-maçons n'ont pas eu le temps de remballer tout ça lorsque la descente de police a eu lieu. Donc, les papiers ont été saisis, la carte aussi, et on la trouve encore aujourd'hui au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale, donc dans le fond Joliette Fleury, sous la cote que je vous ai indiquée. Et de manière significative, cette carte, elle est longtemps totalement passée inaperçue, à l'opposé du registre, hein, de ces quelques pages de registre qui avaient focalisé l'attention alors qu'elle a été saisie au même moment. Et à part quelques rares représentations, il a fallu attendre la grande exposition de 2016 à la Bibliothèque nationale, une exposition consacrée à la franc-maçonnerie, pour qu'on lui redonne sa juste place. Et donc, je trouvais que c'était un clin d'œil assez intéressant au type de représentation que les francs-maçons eux-mêmes peuvent donner de leur ordre et se donner jusque dans le temple lui-même, ici avec un exemple de profanation au sens propre, hein, puisque là, il y a eu cette descente de police. À l'inverse, pendant longtemps, on a été beaucoup plus à l'aise avec la représentation de droite, donc 50 ans plus tard, qui est un tableau de Nicolas Perceval, hein, qui s'appelle l'Union des trois ordres, qu'on peut voir au Musée des Beaux-Arts de Reims, et qui a été peint à la veille de la convocation des États généraux. Et on voit les représentants des trois ordres ici, hein, qui se serrent la main, sans qu'on puisse vraiment être sûr que ce soit une poignée de main maçonnique, hein. On les voit se serrer la main, unis, devant en fait un temple,
Et les seules références donc, à la franc-maçonnerie sur ce tableau ne sont justement pas d'ordre vestimentaire ici, c'est vraiment l'architecture du temple qui renvoie avec le jet de géométrie et puis l'équerre et le compas croisé qui renvoie, elle, clairement à la maçonnerie, et puis aussi le titre du tableau, donc l'Union des Trois Ordres, qui renvoie à celui, enfin, au nom d'une des loges de Reims, la Triple Union. Donc, c'est une scène qui paraît plus explicite pendant longtemps, alors qu'en réalité, c'est l'inverse, elle est vraiment allusive, hein, alors que la première, eh bien, et surtout, elle se tient au sens propre dans l'espace profane. La deuxième, on est devant le temple, un profanum, ça veut dire devant le temple, alors qu'à l'inverse, la première, elle est vraiment explicite et elle place le corps du maçon, comme j'ai dit tout à l'heure, le corps qui est à l'ordre, entre l'équerre et le compas. Donc ça, j'ai trouvé que c'était, ça prouve l'intérêt de la question. Et voilà pour ma présentation. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de remonter finalement d'un grade. Hein, on était au grade de compagnon, de remonter au grade d'apprenti, c'est-à-dire lorsque le futur maçon quelque part, meurt à la vie profane pour s'éveiller à la vie de maçon, pour voir la lumière, et il est, ce qu'on dit déjà à l'époque, ni nu, ni vêtu. Hein. Et j'ai repris une présentation d'un ouvrage vraiment unique et particulièrement bien illustré, qu'on date environ des années 1765. On va au musée de la franc-maçonnerie à Paris, dans l'hôtel du Grand Orient. Et j'ai mis en regard de cela un extrait d'un manuscrit maçonnique qui a été édité il y a quelques années de ça d'aujourd'hui par Dominique Jardin, aussi des années 60, exactement contemporain de l'illustration. On appelle le manuscrit Tarade, hein, qui est le manuscrit du nom d'un vénérable, hein, du chef d'une loge, qui met à la fois ses pense-bêtes, ses références, des extraits de rituels, etc., etc. Donc, ce qui est intéressant dans ce premier temps, c'est qu'on voit que là, le corps du candidat est dans une posture vraiment très particulière, hein, qui est propre à une sociabilité initiatique qui est la maçonnerie. Il est partiellement dénudé, vous le voyez, le genou droit, l'épaule gauche, le bras gauche, etc., pour être soumis à des épreuves initiatiques. Il est entravé dans ses mouvements, l'un de ses souliers est défait, donc là, on remplace une chaussure par une pantoufle, il peut très bien être aussi tout simplement un de ses pieds être nu. Et on a un corps qui est désorienté, hein, parce que vous voyez, le sens visuel est occulté, et le frère est au sens propre, le futur frère est bousculé dans ses épreuves initiatiques. Il est aussi menacé dans son intégrité physique, hein. On pointe selon les versions, une épée sur son cœur, etc. Hein, ici, on a la pointe du compas qui est posée sur son cœur, et puis au terme de ces 3 voyages rituels, eh bien, il est à nouveau, donc il naît à la vie maçonnique, il est protégé par le lien fraternel, et désormais, il entre, au propre comme au figuré, dans la chaîne d'union. Et on a de très nombreuses productions iconographiques à cette époque-là. J'ai pris cet exemple-là, vraiment très, celui-là est, à l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure, est vraiment très, très connu, puisqu'il est publié dans des ouvrages de divulgation maçonnique. Ici, on appelle ça la série Gabanon, peu importe le nom, où on voit l'Assemblée des francs-maçons pour la réception des apprentis. On voit exactement comment on place le tapis de loge, les symboles, etc., qui sont dessus. C'est souvent un tapis déroulé à ce moment-là. Sur la droite, vous voyez l'apprenti. Et puis, on le trouve beaucoup plus tard, parce que là, vous avez une gravure anglaise donc des environs de 1810 qui s'inspire directement de la précédente. Ça veut dire que ce type de représentation est non seulement connu des frères, mais aussi du public.
Et ça me paraît intéressant. Donc, le corps mis en scène de l'initié, hein, quelque part, cette représentation, pas forcément le sens profond, mais cette représentation est partagée aussi avec le public qui peut du coup découvrir les symboles, leur emplacement, etc. Et pour bien comprendre l'enjeu à l'époque, on peut même dire que il est assez fréquent que en loge au XVIIIe siècle, on offre aux nouveaux initiés certains de ces ouvrages de divulgation. Le secret des francs-maçons trahis, etc. Hein, alors, ce n'est pas des ouvrages anti-maçonniques, hein, souvent, c'est vraiment des ouvrages de divulgation qui racontent aux profanes voyeurs ou curieux ce qui se passe en loge. Alors, pourquoi? Parce que tous les rituels n'étaient pas forcément écrits, voire imprimés, et donc une bonne façon pour les nouveaux venus de se repérer dans le dédale symbolique de la loge, de savoir à quel grade on met tel symbole à tel endroit, etc. C'est un effet pratique hein, de lui offrir un ouvrage de divulgation. C'est assez amusant, hein, puisque par définition, ces ouvrages-là profanent quelque part la cérémonie maçonnique, mais ça se passait comme ça. Et au terme de ces cérémonies initiatiques, eh bien, finalement, le corps est à nouveau habillé. Il a été dévêtu, puis maintenant, il est habillé. Alors, il est habillé comment? Il est habillé rituellement. Il prend donc les apparences d'un corps maçonnique distinct du corps profane, et d'abord par ce tablier de cuir. Et ça, comme on l'avait sur la première illustration, ça va être une des constantes. Donc, tout au long à la fois de mon intervention et puis du XVIIIe siècle, et même au-delà, selon le grade, le tablier va changer. Ici, c'est un tablier, j'ai pris un tablier du XVIIIe siècle, hein, le plus simple qui soit, vous voyez, avec la bavette en haut, donc redressée, on est au grade d'apprenti, on la baisse au niveau de compagnon. Donc, c'est vraiment les deux premiers grades quand le frère fait son entrée en loge, et puis quand il deviendra maître, il aura un cordon bleu. On parle des grades bleus pour les trois premiers, c'est celui que vous avez à gauche. Et en même temps qu'il reçoit ces premiers éléments d'une vêture maçonnique, il reçoit aussi un certain nombre de signes de reconnaissance, d'identification. On parle au XVIIIe siècle des signes et attouchements. Hein, vous l'avez sur le document, vous voyez, signes, attouchements, en fait, par lesquels les maçons, le nouveau maçon se fait reconnaître par ses frères comme un maçon régulier. Donc, vous voyez, là, j'ai pris l'exemple de compagnon. Vous avez signe, attouchement, la parole et le mot de passe. Et là, on voit bien que de ce fait-là, le tablier ou ensuite l'élément du vêtement, c'est un élément, il n'est pas isolé, c'est un élément qui va permettre au maçon de se faire reconnaître par ses frères comme apprenti ou comme compagnon, et un élément aussi d'un langage, ici c'est un langage corporel, puisque le corps se met à l'ordre, qu'on va associer au signe. Hein, vous voyez, se fait en portant la main droite sur le cœur, les doigts serrés, hein, et le pouce ouvert en forme d'équerre, donc il va mettre sur sa gorge, l'attouchement, hein, la parole, et donc par référence, hein, Bose, à l'une des deux colonnes du temple du temple de Salomon, et le mot de passe. Voilà. Et il en va ainsi. C'est pas propre ça n'est pas spécifique à apprenti et compagnon. À chaque élévation de grade, on va avoir ces pratiques-là, hein, où il y a une insistance très forte à la fois sur le corps fragile, sur le corps qui se renforce lorsqu'il entre dans la chaîne d'union, hein, lorsque les frères se soudent les uns les autres, et puis aussi ce corps qui raconte une histoire. Parce que je ne les vois pas tous, et puis je ne suis pas spécialiste du tout des rituels maçonniques, mais par exemple, au grade de maître, le franc-maçon revit la mort d'Hiram, l'architecte du temple de Salomon, hein, qui a été assassiné par les mauvais compagnons qui voulaient justement lui voler le mot de passe des maîtres pour accéder directement à la maîtrise. Donc là, on a un corps qui a été un corps meurtri,
un corps assassiné, dont les mauvais compagnons se sont débarrassés en l'enterrant dans le désert, et symboliquement, un eucalyptus a commencé à fleurir sur sa tombe. Et en faisant ça, cet eucalyptus désigne à la fois le lieu où les mauvais compagnons ont enterré la dépouille d'Hiram, sommairement, et aussi devient une promesse de renaissance. Et c'est pour ça que Hiram, dès le XVIIIe siècle, est vraiment la figure tutélaire de l'ordre maçonnique. Et le maître va relever symboliquement le corps d'Hiram, au sens propre, il le relève avec ces mots, Macbénac, tandis qu'à d'autres grades, comme un haut grade, comme par exemple celui de chevalier Kadosh, il va venger la mort d'Hiram. C'est pour ça qu'on va associer à cette vengeance, on parle de grade de vengeance, un poignard qui doit venger la mort d'Hiram. Donc, tout ça pour dire dans ce premier temps que vous voyez, le corps dénudé, fragile, rhabillé, mis en scène, est vraiment central dans l'activité symbolique et rituelique des francs-maçons. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il entre aussi, et pas simplement qu'à travers les récits de divulgation, il entre aussi en résonance hors du temple. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les décors maçonniques, le décor, c'est le tablier, c'est le cordon. Les bijoux maçonniques, c'est les symboles qui permettent d'identifier qu'un tel est vénérable, un tel est orateur de la loge, etc. Les fonctions dans la loge, ce qu'on appelle les bijoux maçonniques. Donc, il parle aussi hors du temple. Et ici, vous avez un exemple caractéristique. Alors, il n'est pas de très, très bonne, j'ai pas de représentation de meilleure qualité, mais on a une publicité pour du tabac dans les années 1760 à Londres. Et alors, vous voyez, c'est relativement amusant parce que vous avez le même tablier que vous avez connu, le même tablier que tout à l'heure, le tablier au grade de compagnon. On a l'équerre et on est donc là vraiment dans un usage profane puisque c'est une publicité pour du tabac. Et une autre représentation, si je... Voilà, qui est tout à fait intéressante, que les anglicistes vont reconnaître tout de suite, c'est le fameux graveur anglais du XVIIIe siècle, William Hogarth, et lui-même franc-maçon, et on a ici une gravure d'une série plus large, donc qui s'appelle, enfin, cette gravure-là s'appelle La Nuit, c'est sur les temps du jour, et on a deux francs-maçons de la loge d'Hogarth qui sont sortis en oubliant leur décor et leurs bijoux. Vous voyez le maçon qui est sur votre gauche. Il a encore son tablier. C'est le vénérable de la loge, on le reconnaît au collier avec l'équerre qui lui pend autour du cou. Et en fait, ces deux maçons ont oublié d'enlever leur décor et leurs bijoux, alors qu'ils sont revenus, les travaux sont terminés, ils sont revenus à la nuit profane, parce que tout simplement, ils sont ivres. Ils sont ivres et ils reçoivent donc un pot de chambre sur la tête. Et en fait, en faisant ça, grâce à l'humour, eh bien, Hogarth pointe à les ambiguïtés du corps maçonnique, pour une raison très simple. Ces deux membres, dont l'un est un magistrat et l'autre est un des chefs de la milice, sont connus dans la loge et au-delà, auprès de la maçonnerie de Londres, pour être très exigeants sur la tempérance, sur la maîtrise de soi qu'on attend des frères. Et de fait, au XVIIIe siècle, la maçonnerie et la loge se considèrent comme une école de vertu où on doit maîtriser les affects, la parole de l'autre, on doit boire modérément, etc. Et il veut mettre en scène la contradiction de frères qui sont très exigeants, y compris par leur activité dans
le monde profane parce que l'un des deux est juge et magistrat pour tout simplement insister sur, alors on peut dire l'hypocrisie, mais aussi cette forme de contradiction parce qu'il sait très bien, en garde puisque lui-même est maçon, que dans la sociabilité maçonnique, les agapes sont souvent l'occasion eh bien de libations nombreuses et avancées au cours de la nuit. C'est d'autant plus important que dans la tradition maçonnique du XVIIIe siècle, les agapes, c'est la poursuite de la tenue de loge, c'est la poursuite de l'assemblée. Donc, ce n'est pas du tout un banquet profane, c'est un banquet qui répond à un certain nombre d'exigences. Et là aussi, le corps doit être à l'ordre, hein, il doit respecter un certain nombre de choses. Et bien évidemment, quand on est ivre, on l'est beaucoup moins. Donc, c'est intéressant de voir que là aussi, pas simplement par la divulgation, les images qui sont produites au XVIIIe siècle permettent au public, à un public non initié, de reconnaître, hein, de connaître et de reconnaître les symboles et puis aussi un certain nombre eh bien, de qualités ou de défauts, ici plutôt des défauts, qui sont attribués aux maçons, hein, souvent de confondre donc l'espace réglé d'une loge avec un espace, sinon de débauche, en tout cas d'excès. Et sans aller jusque dans la critique, on peut voir aussi qu'il y a de très nombreuses représentations à la mode du XVIIIe siècle hein, qui mettent en scène, j'en ai pris vraiment quelques-unes parmi beaucoup d'autres, avec ces exemples de porcelaine de Meissen, hein, où le franc-maçon ou le franc-maçon et la franc-maçonne, donc le frère et la sœur, ou des groupes de francs-maçons servent de modèle, hein, sont des sujets à la mode, donc pour les porcelaines de Meissen, hein, qui aiment bien s'inspirer donc des modes du moment. Et vous voyez à gauche, on retrouve, cette fois, le tablier n'est pas simplement blanc, il est à liseré bleu, hein, parce que c'est le tablier du maître. On voit là encore, l'équerre autour du cou, hein, du vénérable de la loge, souvent le carlin qui représente la fidélité au XVIIIe siècle. Et puis à droite, et c'est un singulier aussi, une singulière répartition des rôles, hein, le franc-maçon se penche vers la sœur et la sœur brode le tablier de maçon. Hein. Voilà, donc on voit bien que souvent, là aussi, le rapport homme-femme, on l'a bien saisi, même si là, on est hors de la loge, et un rapport dans la maçonnerie des dames, ou dans la maçonnerie, comme on appellera après, dans la maçonnerie d'adoption, où quand même… eh bien, si on parle d'une république universelle des francs-maçons à cette époque-là, la sœur est une citoyenne passive de cette république, hein, et elle est souvent là pour, donc, c'est l'expression de l'époque, hein, illustrer les agapes, les tenues, etc., hein, pour apporter donc un supplément de réussite à ces formes de sociabilité qu'on a dans ce qu'on appelle la maçonnerie de société, mais rarement avec une pratique autonome de la maçonnerie. Alors, c'est un thème sur lequel je reviendrai tout à l'heure, mais c'est intéressant de voir que même dans ces scènes comme ça de couple, eh bien, on voit là aussi que la femme est préposée à broder l'emblème maçonnique, le symbole maçonnique que le franc-maçon va porter par la suite. Alors tout ça se complexifie après au XVIIIe siècle avec le développement des hauts grades. Pour faire simple, un apprenti compagnon maître, c'est les grades bleus, hein, et ensuite on a ce qu'on appelle les grades rouges, donc des hauts grades, qui ont beaucoup de succès, hein, ils s'implantent un peu partout dès les années 1740, et donc les décors vont se complexifier à la fois symboliquement, et aussi il y a toute une liberté créative qui va être laissés, soit aux artistes qui les réalisent, soit aux francs-maçons qui eux-mêmes décident le modèle, le patron, ensuite, et puis les font réaliser. Et ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, on avait une sorte
d'identifiant universel du franc-maçon, qui est ce tablier d'apprenti et de compagnon, hein. 3 siècles après, il existe toujours exactement sous la forme que je vous ai présentée, alors qu'ici, on a des exemples beaucoup plus sophistiqués qui permettent aux francs-maçons, alors ça coûte bien sûr beaucoup plus cher, de faire réaliser des pièces uniques, hein, qui sont vraiment, bon, on les a conservées parce que souvent, c'est des tabliers de soie remarquables, mais qui ont aussi toute une histoire. Et ça, c'est intéressant parce que le vêtement permet aussi, là, une forme de transmission entre initiés. Et bien évidemment, il prend une signification toute particulière qui est assez distincte de celle que je vous ai présentée auparavant, où c'était vraiment distinguer le corps du maçon du corps du profane. J'ai pris un exemple ici, que certains d'entre vous connaissent peut-être parce que c'est souvent celui qu'on voit, le tablier qu'on appelle de Voltaire ou qu'on appelle d'Helvétius. Bon, Helvétius, le fermier général, c'est lui qui fondait la loge des sciences, qui s'appelle Des Sciences, en 1771, et puis il est mort brutalement cette même année, et donc ensuite, on a repris son projet, et on a fondé la fameuse loge des 9 sœurs, dont Benjamin Franklin, pendant la guerre d'indépendance américaine, pendant la Révolution américaine, et lorsqu'il est envoyé du Congrès continental en France, est vénérable. Et alors, c'est pour ça qu'on l'appelle le tablier aussi de Voltaire, parce que quand il y a cette sorte d'apothéose maçonnique pré-mortem, hein, si on peut dire, de Voltaire quelques semaines avant sa mort, on a sauté toutes les étapes de l'initiation, etc., parce que bien évidemment, il est trop mal en point et trop âgé pour le faire. Et puis, je vous rappelle quand même qu'il s'est moqué des francs-maçons à peu près toute sa vie. Gentiment, mais il s'en est moqué. Et donc là, les francs-maçons font comme tout le monde, ils veulent faire concours d'honneur accordé au grand homme dont on sait qu'il va disparaître très rapidement, hein. Et donc, on ceint autour de la taille de Voltaire le fameux tablier dit d'Helvétius, hein. Ce n'est pas du tout sûr que ce soit le tablier original, mais on le garde comme tel. Et c'est Benjamin Franklin lui-même qui lui ceint autour de la taille. Donc, vous avez le lien comme ça entre Helvétius, Benjamin Franklin, les plus vieux maçons de cette époque-là, Vénérable des 9 sœurs, et puis Voltaire. Et donc, vous voyez, ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau parce qu'on va pouvoir se transmettre ensuite d'initié à initié un tablier et en même temps, tout ce qui peut véhiculer comme symbole, etc. Vous avez vu à quel point c'est beaucoup plus complexe que les représentations que je vous ai montrées tout à l'heure. Et puis, du coup, de nouveaux symboles apparaissent sur les tabliers. La tour de Babel, qui est souvent très présente sur les tabliers de femmes, de maçonnes, l'échelle de Jacob, etc. Et donc, avec ça, ce qu'on peut dire, c'est que, pour reprendre une expression maçonnique typique, la cordonite, quand on dit les francs-maçons veulent toujours avoir des titres ronflants, souverain prince de Rose-Croix, chevalier d'Orient et d'Occident, etc., et les cordons qui vont avec, eh bien, la fameuse cordonite n'a pas attendu le XXe siècle, hein. Dès le XVIIIe siècle, on cherche non seulement à multiplier les grades dont on dispose, on dit parfois que certains maçons sont revêtus de tous les grades, comme ça, il n'y a pas de problème, des équivalences d'un grade à l'autre, mais on oublie parfois qu'il y a toute vous voyez, le support que représente le tablier, les symboles, les bijoux qui vont avec, et je pense que c'est important parce qu'on a toute une économie des apparences maçonniques qui se met en place. Ensuite, non seulement pour, bien sûr, porter ces bijoux et ces décors, mais aussi parce que les frères et les sœurs les achètent des tabliers, des décors, ils achètent des gants blancs pour les offrir rituellement. Le franc-maçon offre une paire de gants blancs à la femme, ce n'est pas forcément une maçonne, qu'il respecte le plus. Ça peut être son épouse, sa mère, sa sœur, mais aussi quelqu'un d'autre. On a des modes maçonniques qui existent. Et on voit, par exemple, j'ai pris un exemple là, un vénérable d'une loge de Metz qui s'appelle Pincemaille, qui est accusé par l'affaire monte jusqu'à Paris, jusqu'à la Grande Loge, dans les années 1760, de faire commerce de maçonnerie, parce qu'il a bien compris que, bien évidemment, on peut
vendre non seulement des cahiers de grade avec les rituels et les catéchismes, ou questions-réponses, hein, on peut les vendre, mais on peut vendre aussi un certain nombre de ces décors, de ces bijoux, y compris à à des francs-maçons. Alors, ça peut aller jusqu'à des profanes, mais surtout à des francs-maçons qui n'ont pas été élevés à ces grades-là. Donc, bien évidemment, ça peut faire scandale. Et Pinsmaï finit par quitter la Lorraine pour la Russie. Hein, d'ailleurs, il meurt là-bas. Il s'établit entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Et là, il continue à vendre hein, aussi bien ses cahiers de grade et ses décors et ses bijoux. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Et quand il était encore en Lorraine et pas encore en Russie, il a envoyé déjà là-bas un certain nombre d'échantillons. On le sait par la correspondance liée à l'affaire Pinsmaï. Et donc ça, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Et moi, quand j'avais travaillé sur un jeune diplomate, le chevalier Marie-Daniel Bourret de Corberon, il est exactement dans ces années-là, il prépare son départ pour la Russie en 1775 et quand il sera en Russie, il va rencontrer, dans son journal, hein, qui est tenu sous forme de lettres, il raconte sa rencontre avec Pinsmaï. Eh bien, il se procure à la fois ce qu'il appelle un portefeuille mystique avec toutes sortes de catéchismes, de cahiers de grade, etc., parce que c'est une façon aussi de faire des échanges symboliques quand il sera en Pologne puis en Russie, mais aussi, il fait aussi provision de bijoux maçonniques qui correspondent à ces nouveaux grades, y compris certains qu'il n'a pas vraiment reçus en loge, on dit on lui a octroyés par communication, et ça veut dire que on dit, voilà, ben vous êtes élevé au grade, par exemple, de chevalier Kadosh, celui que je prenais tout à l'heure, et lorsque la loge pourra vraiment se réunir à ce grade-là, avec des membres qui ont tous le même grade, eh bien, on vous recevra officiellement. Mais il veut déjà partir avec les décors qui correspondent. Et vous voyez, je donne cet extrait-là, il dit dans son journal, « Quant aux bijoux, j'ai pu m'en fournir chez Oran, Quincaillier, Cloître Saint-Jacques de la Boucherie. » Donc, il y a des lieux, il y a des enseignes où on peut se procurer à la fois ces décors, ces bijoux pour pouvoir les revêtir en loge. Et il se rend compte que quand il arrive à Saint-Pétersbourg, ça a beaucoup de succès parce que cette maçonnerie des hauts grades, hein, qu'on va appeler maçonnerie écossaise, elle n'a rien d'écossaise à l'origine, elle est même souvent française, mais on appelle ces hauts grades écossais, eh bien, elle a beaucoup de succès. Et donc, les enjeux sont à la fois esthétiques, symboliques, mais aussi financiers et matériels. Et là, on voit tout à fait de manière caractéristique quand cette maçonnerie des hauts grades, non seulement est à son sommet, mais aussi quand elle entre dans une logique de réforme maçonnique. Alors, je ne rentre pas dans le détail parce que ce n'est pas le but là, et je voudrais avoir le temps de terminer, mais parmi ces hauts grades, on a des grades à la référence templière. Voilà. Donc, une maçonnerie templière, et bien évidemment, là, on veut en mettre plein la vue aux nouveaux membres parce qu'on est dans un ordre où il y a une référence aussi bien mystique, chevaleresque et chrétienne, qui est cette maçonnerie templière qui se déploie dans les années 60 et dans la décennie 60 et 70 du XVIIIe siècle. Vous voyez le symbole à gauche, hein, le temple tel qu'il doit être présenté, c'est tout à fait différent de ce que vous aviez tout à l'heure. Et on a un certain nombre, j'ai pris des extraits de ces de témoignages à travers des correspondances. Ici, c'est celle du chevalier de Savaron avec Villermoz. Villermoz, c'est le représentant de la réforme templière en France. Il est lui-même négociant en soierie. Et en fait, l'émissaire de la stricte observance templière, donc de la maçonnerie templière, vient de Saxe. Hein. C'est une réforme maçonnique qui est née en Saxe et qui arrive en France via Strasbourg, Lyon, Montpellier, Bordeaux. Et tout simplement, comme on dit réformer les loges, hein, transformer donc en des loges templières, mais il faut revoir complètement non seulement le décor de la loge, mais aussi l'habillement des frères. Et il faut les habiller désormais en chevaliers templiers. Et donc, il y a toute une correspondance là, vous voyez, qui discute hein, de la caisse des habillements qui va arriver et l'expression que je trouvais assez amusante, la marche de cette garde-robe mystérieuse. Et vous en avez un autre, là on va suivre, hein, le baron de Weiler, donc c'est l'émissaire de la stricte observance, on va suivre l'arrivée du ballot de vêtements. Parfois, Weiler écrit lui-même, dans cette même année 74, écrit à Villermoz en disant, à propos de frères, « Lambert n'aura pas oublié mon étoffe, les galons, ni bêtes les plumes, j'espère. » Donc, il y a vraiment on doit repenser non seulement le décor
cette fois pas du frère, mais du temple, mais aussi, bien sûr, l'habillement. Et vous avez certains frères qui refusent, alors pas tellement à cause du coût, hein, même si certains, effectivement, c'est trop onéreux pour eux, mais certains, comme le chevalier de Rath, hein, qui est en même temps un académicien de Montpellier et de Béziers, lui à Montpellier refuse clairement l'entrée dans la réforme templière parce qu'il dit tout simplement que lui n'a pas du tout envie d'être habillé en chevalier templier. Il se trouve très bien dans la maçonnerie des grades bleus et il ne voit pas pourquoi il devrait abandonner toutes ces références, vous voyez, à la fois visuelles de décoration du temple pour accéder pour accéder à la fois à un espace et une pratique qui n'est pas la sienne. Et ce que je vous ai mis à gauche de cette autre diapositive, eh bien, c'est ce que représente, ce qu'on va demander à chaque maçon eh bien, pour participer, vous voyez, leur part et portion donc des tentures qu'on va devoir donc précisément tendre, aménager pour des réceptions à d'autres grades ou des tenues à d'autres grades, et bien évidemment, on demande à chacun, en plus de sa capitation annuelle, de participer au décor de la loge. Alors, imaginez la complexité. Si vous avez 3 degrés, bon, la loge doit se réaménager en fonction des lieux. Mais là, quand vous en avez 10, 15, 20, puis 30 ensuite, hein, et là, 39, c'est particulièrement compliqué. Il faut véritablement un architecte d'intérieur, hein, au sens propre, hein, de la loge. Il y a l'architecte de la loge qui doit réaménager tout ça avec les frères en respectant, bien évidemment, les éléments rituels. Alors parfois, ça peut aller très très loin parce qu'on a dans cette maçonnerie templière le propre frère de Gustave III de Suède, hein, le duc de Sudermanie, qui lui va créer non seulement le rite suédois, mais aussi donc toute une série de mises en scène, aussi bien dans la loge, mais aussi hors de la loge, hein, sur l'île de Drottningholm, dans la baie de Stockholm. Il fait un véritable son et lumière où ces maçons revêtus donc de ce vêtement de chevalier templier, eh bien, reprennent symboliquement Jérusalem. Voilà, donc avec feu d'artifice, etc., etc. Donc, vous voyez une sorte de mise en scène totale qui est bien évidemment très éloignée de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, mon dernier thème, il me reste encore deux, trois petites minutes. Là, je voulais vous montrer que le Grand Orient lui-même, hein, l'obédience elle-même, cherche parfois à codifier un certain nombre de ces décors, ou ici, c'est les bijoux, hein, pour dire à chaque grade doit correspondre pour les grands officiers telle ou telle chose, hein, et donc légifère en fait en interne pour être sûr que chaque loge n'interprète pas tous ces aspects décoratifs, mais vous avez vu, c'est décoratif fonctionnel à leur guise, et donc il y a une forme de régularité dans cette pratique-là aussi. Ça, c'est intéressant parce qu'on pense qu'à la pratique régulière dans le catéchisme et les rituels, elle existe aussi sur le plan vestimentaire en 1777. Vous l'avez ici. Ce que je voulais vous montrer en conclusion, c'est que du coup, on a une porte d'accès assez originale à la sociabilité maçonnique, aussi bien ici avec la fameuse gourde des deux frères qu'on voit au même musée du Grand Orient. Alors bien sûr, on pense là tout de suite aux agapes, aux boissons, etc. Mais on voit bien que là, on a deux frères qui se tiennent la main et qui du coup sont à la fois eux aussi à l'ordre entre l'équerre et le compas. Et ça me paraissait intéressant de mettre l'accent là-dessus parce que, vous voyez, c'est ces deux corps, hein, donc, qui sont à l'ordre, mais qui témoignent de ce qu'on appelle à cette époque-là l'amitié fraternelle, hein, c'est-à-dire qu'ils sont non seulement frères, mais ils se sont des amis qui se sont choisis, et la notion d'amis choisis est particulièrement forte dans le domaine maçonnique à cette époque-là. Et autre aspect qui me semble très intéressant, c'est, vous voyez, ce trumeau du XVIIIe siècle, anonyme, voilà mes plaisirs. Donc, pour vous montrer comment il se met en place, j'ai pris une autre vue ici. C'est un trumeau qui a beaucoup de succès de la fin du XVIIIe siècle parce qu'on en garde de nombreuses copies encore aujourd'hui, hein, donc, il a vraiment plu en loge et donc on l'a copié, recopié, etc. On dit souvent qu'il est d'origine aquitaine, j'en sais rien, mais en tout cas, on a plusieurs exemples conservés jusqu'à aujourd'hui dans la région aquitaine et puis on en a aussi dans les différents musées
donc maçonnique à Paris. Là, très clairement, on retrouve les symboles maçonniques dont j'ai parlé tout à l'heure, mais regardez le franc-maçon, il n'a aucun signe vestimentaire qui donne à voir sa qualité de maçon. Donc, on a un dialogue très clair entre l'espace maçonnique, la main ouverte à droite et son regard vers les colonnes du temple, et aussi donc vers des plaisirs plus profanes, l'amour, la chasse, regardez le bateau derrière, une forme naïve hein, d'embarquement versitaire ou comme on peut libre cours à l'imagination, qui est assez caractéristique donc de ce succès-là, parce qu'on a un lien qui se fait donc avec à la fois une pratique donc et des plaisirs qui sont profanes, mais en relation aussi avec l'identité maçonnique du frère. Et ça, c'est très important. Et je trouve que ça donne aussi une autre signification que des visions. Vraiment, l'archétype de la loge maçonnique, c'est celle de Mozart. Ici, c'est toujours celle qu'on voit. Effectivement, là aussi, on pourrait travailler sur les vêtements, etc., sur des sortes de mini scènes ou espaces de rencontre à l'intérieur même de l'atelier. Mais c'est intéressant de voir d'autres types de supports pour voir comment vous voyez, comme celui-là, ce qui fait la force de la sociabilité maçonnique, y compris dans ce lien entre ces deux espaces que le corps et la pratique du franc-maçon permet. Et tout ça n'est possible, et c'est ma conclusion, dès lors que à l'activité maçonnique classique, la géométrie, l'architecture que vous avez ici, hein, où on reprend le compas, regardez le globe, etc., eh bien désormais, on associe une des caractéristiques hein, de cette sociabilité, de ces espaces mixtes que la franc-maçonnerie propose au XVIIIe siècle. Hein, alors bien sûr, une ouverture partielle, mesurée, contrôlée à la présence féminine, même s'il y a des loges qui se revendiquent vraiment comme des loges féminines au XVIIIe siècle, avec un grade, par exemple, qui s'appelle l'amaçonnerie anglaise, et où on veut une pratique indépendante des hommes, mais la plupart du temps, cette maçonnerie d'adoption se fait encore dans le cadre d'un contrôle masculin, et vous avez tout un jeu de séduction qui peut s'opérer, hein, qu'on peut voir à droite, bien évidemment, mais aussi quand on va penser que dans ces loges, on va pouvoir, entre maçons, entre frères et sœurs, mais hors du temple, pratiquer le théâtre, le bal, la musique, hein, et que ça, c'est tout à fait intéressant, et qu'on a d'autres sources hein, que celles que j'ai vues tout à l'heure pour les Templiers, qui viennent me représenter. Pour terminer, là, c'est un extrait d'une correspondance entre deux frères danois qui sont à Paris au XVIIIe siècle, qui sont les fondateurs de la Réunion des étrangers. On se donne du très respectable et cher frère, mais c'est très clairement donc des propos qui sont profanes. On parle de théâtre, on parle de repas, on parle de bouche de sa maîtresse, etc. Et pourtant, ces documents sont conservés dans les archives de la loge. Il y a les archives à Paris, d'autres sont à Copenhague, parce que c'est une loge franco-danoise hein, des années 1780. Elle a été créée en 1785. Et donc, c'est intéressant parce que souvent, on n'a que ce type de témoignages, même s'ils sont rares, hein, parce que bien évidemment, on n'est pas dans une tenue administrative ou quelque chose de rituel. Là, on est vraiment à proximité de deux frères qui sont des amis et qui parlent de leur plaisir, mais bien évidemment, ça entre en dialogue avec, bien évidemment, les corps dont je parlais tout à l'heure, et puis tous les échanges qui peuvent se faire. Et je voulais juste terminer en disant que tout ça a été précédé aussi par des ordres qu'on appelle para- ou périmaçonniques, comme l'ordre des MOPS. Le MOPS, hein, c'est le carlin dont je vous ai montré tout à l'heure, qui est très souvent présent, donc qui est très actif dans les années 1740-1750. Les francs-maçons ont vraiment vu ça comme une menace, parce que c'est un ordre mixte, chevaleresque, mais aussi badin, où la dimension festive est très, très présente. Et en réalité, de cette menace, ils en ont fait une force, parce qu'ils se sont dit que la concurrence de l'ordre des MOPS pouvait en fait leur apporter beaucoup s'ils arrivaient eux aussi à répondre à cette demande.
Et donc, en fait, ils ont largement asséché l'ordre des MOPS en proposant dans leurs loges, notamment les loges d'adoption, eh bien, de faire tout ce que les MOPS pouvaient faire, c'est-à-dire la dimension chevaleresque, mais aussi badine, entre les hommes, entre les femmes, et d'ouvrir ça à d'autres pratiques comme celles que j'évoquais tout à l'heure, le bal, le théâtre amateur, la musique. Et donc, vous voyez que ce corps maçonnique, à la fois dans le temple et hors du temple, entre frères et sœurs ou entre frères même, eh bien, il peut à la fois faire une sorte de grand écart entre la dimension initiatique et symbolique de la franc-maçonnerie, mais aussi être un corps qui est à la mode et qui développe ses propres modes, tout simplement, et tout ça pour rester en pointe de ce que la sociabilité de l'époque peut offrir ben, tout simplement à celles et ceux qui sont susceptibles de rejoindre les maçons. Voilà, j'étais un tout petit peu plus trop long, excusez-moi toutes les deux. Problème. Merci beaucoup Pierre-Yves pour cette présentation très fournie et qui suscitera sans aucun doute les échanges, la discussion ou des questions. Donc le mieux c'est de lever la main ou de prendre la parole en fonction du nombre de personnes qui peuvent. Que Nadège avait une question. Eh ben, alors je vais couper mon micro. J'ai branché mon micro, est-ce que ça marche? Un petit peu plus fort. Alors, j'avais une question au sujet des tabliers, Oui. Notamment de la broderie des tabliers. Est-ce que vous avez pu voir ou d'autres chercheurs ont pu voir des contrats ou des prix faits entre le franc-maçon qui va se faire broder son tablier et est-ce qu'il y a dans les archives de la franc-maçonnerie des patrons qui sont donnés pour le brodeur et qui doit réaliser certains motifs ou ce genre de choses? Alors, moi, je n'ai pas travaillé directement dessus, mais je sais que ça existe pour les Provinces-Unies. Ça existe pour les Provinces-Unies parce que tout simplement, un peu comme pour les commandes de services de porcelaine, on veut introduire un certain nombre de motifs qui sont des motifs orientalistes, si on veut dire. Hein, et donc là, oui, il y a des commandes, il y a des lettres qui précisent les motifs qu'on veut porter dessus. Et dans la correspondance, enfin dans l'affaire Pince-Maille, là c'est dans le fonds FM1, donc au manuscrit à la BNF, on a un certain nombre de listes, tout simplement, de prix hein, qu'il propose pour faire réaliser un tablier d'apprenti, un tablier de compagnon, de maître, etc., etc. Mais par contre, je connais moins d'esquisses et de dessins qu'on en a pour la porcelaine. Mais je sais que il y a des ce que vous demandez, c'est documenté au musée de la maçonnerie de Bayreuth en Bavière. Et puis, on a des sources pour les Provinces-Unies. Ça, oui, oui. Merci. Et Je pourrais vous donner ces infos-là. Hein, si vous... je veux bien. Et deuxième interrogation, moi j'ai plutôt vu les ordres chevaleresques et qui ont aussi des choses brodées. Je voulais savoir s'il y avait un marché de l'occasion parce que quand le chevalier quittait l'ordre, souvent, soit parce qu'il était mort, soit parce qu'il quittait l'ordre, il devait rendre ce qui avait été brodé. Donc, est-ce qu'on rend son tablier brodé et est-ce qu'il y a un marché de l'occasion? Alors, en fait, oui, c'est une très bonne question. Moi, j'ai des témoignages sur les deux, c'est-à-dire qu'on peut rendre le tablier à sa loge lors de ce qu'on appelle la tenue funèbre.
Oui, ça se fait tout à fait, mais ce n'est pas du tout la règle. Ce n'est pas du tout une règle, c'est une possibilité. Et vous avez toutes sortes de… Et ça existe encore aujourd'hui, hein, ça se voit même sur eBay ou autre, comment dire, moins d'anciens francs-maçons que de descendants de francs-maçons qui tombent là-dessus, qui ne savent pas trop quoi en faire et qui les vendent, tout simplement parce qu'ils se rendent compte que ça a pris de la valeur. Mais au XVIIIe siècle, on peut avoir des exemples, c'est comme pour les bibliothèques avec des titres maçonniques. J'ai l'exemple en tête du duc de Croÿ entre la France et les Pays-Bas autrichiens. Quand à un moment donné, lui-même se détourne de la maçonnerie, en tout cas ses héritiers, souvent on fait disparaître en réalité. Ouais. Voilà. Ce qui fait qu'à mon avis, moi, le tablier d'Helvétius Voltaire, je pense que ça tombe tellement bien qu'on l'ait gardé comme une relique, etc. Je doute de l'authenticité. Mais vous avez, en fait, il y a des exemples sur, vous voyez, il y a toute possibilité. Transmission de l'un à l'autre, revente, retour à la loge, etc., etc. Je vous remercie. Je vous en prie beaucoup. Merci. Autre question? Je ne paraît pas trop. Je regarde. Non. Moi j'avais une question justement sur, puisqu'on parle transmission, est-ce qu'on voit par exemple en fait enfin, voilà, ces bijoux, ces tenues maçonniques, enfin, ces tabliers qui vont être transmis par exemple à titre voilà, d'échange d'amitié pour dire ben voilà, enfin, comme on le voit par exemple avec l'exemple tout à l'heure tablier d'Helvétius Voltaire, ou quand une personne décède, il le transmet, on le voit dans les testaments qu'il transmet à quelqu'un, un peu vraiment une transmission familiale, par exemple, ou amicale. Est-ce que, voilà, on a des sources comme ça qui permettent de le voir aussi? Testament, j'ai aucun exemple et je pense que c'est assez logique parce que c'est trop personnel, même s'il ne faut pas du tout imaginer machin, société secrète, etc. Mais bon, pour toutes sortes de raisons, on ne le met pas dans un testament. Par contre, il y a que des maçons du 18e jusqu'à aujourd'hui est prévu à la fin de leur vie, voilà, mes décors maçonniques, je les lègue à un tel, un tel. Ah oui, j'ai plein d'exemples, c'est très fréquent. Et par exemple, quand il y a des traditions familiales, un maçon ou une maçonne qui pourrait, par exemple, prendre les décors maçonniques, même s'ils sont abîmés, vieillis, etc., de son père, de son grand-père, de sa mère, etc. J'ai même des exemples au lendemain à Clermont-Ferrand, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et des maquis du Montmouchet, où il y avait beaucoup de frères du Grand Orient, là, pour le coup, on garde et on présente comme véritable relique et on transmet les décors de francs-maçons déportés. Voilà, et donc ça, c'est quelque chose de tout à fait important. Alors certes, ils peuvent être exposés dans des vitrines, hein, dans une sorte de petits musées des loges, mais aussi utilisés symboliquement pour montrer qu'on rallume les feux de la maçonnerie et de la loge en question. J'ai un exemple pour les enfants de Gergovie à Clermont, et où on n'a pas et une façon de dire, voilà, on a repris, comme on le fait dans le monde profane à ce moment-là, après la parenthèse du régime de Vichy, on a repris le cours normal des choses. Et ceux qui sont morts, et dont on a pu sauver, ou qui sont encore vivants, mais dont on a pu sauver les décors maçonniques, on se les transmet. Donc ça, c'est quelque chose de à la fois très fort, symboliquement, et très présent. Et ça existe aussi pour les frères et les sœurs. Ouais. Merci. Quelques questions? J'avais une autre question, mais je ne vais pas monopoliser la parole, donc j'attends. Valérie? Voilà. Oui, merci beaucoup Pierre-Yves de cette présentation toujours passionnante. J'avais une question, je me demandais s'il y avait des variations. Bon, je sais bien que c'est universel, hein, les francs-maçons, mais est-ce qu'il y a des variations ou des adaptations? Je
s'intéresse forcément au transfert culturel lorsqu'on parle des loges maçonniques dans les colonies américaines en particulier. Est-ce qu'il y a des représentations légèrement différentes ou est-ce qu'on retrouve partout les mêmes modèles, les mêmes codes? Ah oui, alors ce qui est intéressant, c'est que il y a deux façons de répondre. Il y a de dire que quand se structure justement dans l'espace atlantique, ce qu'on va appeler après le rite écossais ancien et accepté, en 33 degrés, qui est le plus pratiqué au monde aujourd'hui, là, il y a quand même une forme de standardisation, si on veut. Mais dans la période qui précède, parce il se structure vraiment à la charnière entre le 18e et le 19e siècle. Il y a ce qu'on appelle la maçonnerie de perfection qui part de Paris, Bordeaux, qui part dans les Antilles, ça part ensuite à Charleston et ça revient au début du 19e siècle. Là, c'est vraiment la liberté créatrice. Chacun fait comme il veut. Il y a un certain nombre de symboles, mais il y a une capacité justement, c'est pour là que moi aussi j'aimerais avoir plus de témoignages. Je fais réaliser mon tablier, je veux tel symbole, etc. J'ai vu celui-là ou celle-là qui a ça, je veux le même, ou alors pas du tout. Donc ça existe parce qu'on a de très nombreux tabliers ou décors différents. Mais moi je dirais il y a un corpus commun où on va piocher, mais ensuite c'est comme en mathématiques, les arrangements et les combinaisons. On peut avoir toutes sortes de combinaisons variables à partir des mêmes symboles. Ce qui fait que tout de suite, on se dira, ah tiens, ça c'est un grade ça c'est un tablier à tel grade, mais on peut faire tout autre chose. Et c'est un tout petit texte, hein, mais que j'avais fait pour le bouquin de Singaravellu et Vénère sur les objets au 19e siècle, etc. C'est encore plus vrai au 19e siècle parce qu'il y a par exemple il y a des loges américaines qui vont choisir des références où on a des scènes avec des Amérindiens, etc. Donc, il faut imaginer quand même que sur le tablier de loge, on a un certain nombre de symboles, mais au centre du tablier, c'est une sorte d'espace où on peut représenter toutes sortes de choses. Donc, il n'y a pas du tout le côté standardisé. C'est pour ça que j'ai voulu montrer la volonté de standardiser les choses du Grand Orient de France, parce que c'est bien dans leur optique, dans les années 1770, ils veulent reprendre les choses en main. Mais en fait, les maçons et les maçonnes ne veulent pas du tout, parce qu'ils veulent tout de suite qu'on identifie ce que c'est, souvent à cause des couleurs. Mais en fait, c'est un espace pour l'imagination. L'imagination, la commande, les choix esthétiques des uns et des autres, c'est très, très, très ouvert. Et donc, il y a beaucoup de références, effectivement, dans les loges de Nouvelle-Angleterre, mais au-delà, où on a des variantes on a une sorte de combinaison de choses qu'on verrait en France et en Angleterre, mais avec des spécificités. Ouais, vraiment. Très bien, merci beaucoup. Je t'en prie. Et c'est pour ça que dans chaque musée, on ne voit jamais les mêmes tabliers. Parce que je pensais à la représentation où on voit bien sûr Washington, Franklin et tous avec leur tablier. Justement, je ne visualise pas là, les motifs, mais voilà, je me posais la question des représentations qui pouvaient être un peu... Enfin voilà, c'est le processus d'hybridation des motifs. Et en Inde, c'est pareil. En Inde, c'est pareil. Et moi, je me souviens d'une loge d'Arméniens en Inde qui demandent des propres. Alors, j'ai pas de visuel, donc je peux pas les montrer, mais qui demandent leurs propres motifs ou qui commandent telle chose. Et on l'a même aussi, parce que alors, là, c'est plus du vêtement ou du corps, pour ça, j'en ai pas parlé, mais pour les pierres tombales. Ce qu'on a dit là, pour les pierres tombales de franc-maçon, on a des commandes spécifiques là aussi. Et pour cette loge d'Arméniens, il y avait on le sait parce qu'il y a un navire qui a sombré. Et donc, en fait, il utilisait des fragments donc d'anciennes pierres tombales, comme l'Est. Et donc, quand il y a eu une fouille d'archéologie sous-marine, on a retrouvé tout simplement ça avec oui, il y a toute une série d'échanges qui se font comme ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Alors, apprenti, compagnon, maître, non, pas du tout, parce que là, il n'y a pas de représentation. Vous avez vu, c'est très sobre. Hein, mais au-delà du grade de maître, on peut trouver toutes sortes, comme tu dis, d'hybridation, d'échanges, de dire, voilà, je veux ça, mais je voudrais ajouter ça, exactement comme on l'a pour les porcelaines maçonniques. Hein, à l'époque, on a du standard, mais on a des choses très, très variées, très, très originales.